Bonjour à tous, bon dimanche, bonjour Abdoul Mbaye. Bonjour Babacar Fall, bonjour aux auditeurs aussi. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury, le dernier avant cette date historique, le 24 février, dimanche prochain, la 11e élection présidentielle de l'histoire du Sénégal. Vous êtes en campagne électorale d'ailleurs pour le compte de la coalition IDI 2019 en tant que président de ACT, Alliance pour la citoyenneté et le travail, votre parti politique. Et d'ailleurs, Abdoul Mbaye, vous êtes en campagne électorale à l'étape de Kaolack que vous avez quitté ce matin pour participer à cette émission. Vous y retournez tout de suite après notre entretien pour poursuivre votre campagne. Il y a 7 ans donc, la dernière élection présidentielle. Saviez-vous, une semaine avant ce scrutin, que si Macky Sall remporte l'élection, vous allez être nommé Premier ministre ? Non, pas du tout, pas du tout. Il est important que je souligne que je me suis engagé à l'époque aux côtés du candidat Macky Sall, simplement sur la base de son programme, sur la base de son propos et sur la base également d'échanges verbaux que j'avais eus avec lui. Avant son élection ? Avant son élection, donc c'est pourquoi j'ai précisé le candidat Macky Sall, sans jamais avoir posé une condition quelconque, et encore moins celle consistant à me retrouver. Vous ne l'aviez pas rendu public, ce soutien à Macky Sall ? Ah si, c'est devenu pratiquement public entre les deux tours, puisque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a eu une rencontre importante tenue à l'hôtel Terroubi, où Macky Sall avait rencontré l'ensemble des forces vives de la nation et j'avais été à ce moment-là le modérateur. Comment le choix a été porté sur vous ? Comment Macky Sall vous a-t-il nommé ? Vous qui avez fait toute votre carrière presque dans le privé, dans le secteur bancaire. Bon, d'abord, on a tendance à me présenter comme un personnage du secteur privé. Je crois qu'il faut d'abord préciser que ce n'est pas le cas. J'ai commencé ma carrière à l'intérieur de la... La prochaine question, ce sera ça d'ailleurs. Ah d'accord. Pourquoi il a choisi Abdoul Mbaye ? Écoutez, je ne sais pas, mais je pense que j'avais quand même un background qui pouvait être intéressant dans un contexte qui était celui de 2012 et qui reposait particulièrement sur un redressement de l'économie sénégalaise, et notamment des finances publiques. Je pense également que les rapports que nous avions eus avant cela, sous forme de conseils techniques que je donnais notamment, l'ont peut-être convaincu que c'était le bon choix pour le début de son septennat qui devait être transformé en quinquennat, mais qui s'est finalement confirmé en septennat. Je vous présente depuis le début de cette émission comme homme d'affaires, comme banquier, mais on y arrive. Vous avez quand même un peu touché aux affaires publiques en étant directeur général de la BHS, la Banque de l'Habitat du Sénégal, à l'âge de 29 ans, en 1982, j'avais 3 ans. Ça avait fait polémique, ça. On a pointé le président de la République de l'époque, Abdou Diouf, d'avoir tordu la réglementation pour pouvoir vous faire nommer si jeune à ce poste de DG de la BHS. Bon, écoutez, d'abord, on a pris l'habitude de commencer ma carrière professionnelle avec ce titre de président-directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal. Mais à l'époque quand même, on nommait le plus jeune chef de division de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, économiste principal. Et depuis le début de votre carrière, c'est bien la BCEAO, oui. C'est bien la BCEAO et c'est là que j'ai réussi à me faire connaître, puisque à la tête de cette division, et même un peu avant, j'avais l'habitude de présenter des dossiers importants au Conseil des ministres. Donc sous les gouverneurs Abdoulaye Fadiga et Alassane Ouattara. Puis Alassane Ouattara. Alors, ce qu'il faut en retenir, c'est que je suis donc à la base un fonctionnaire international. J'étais dans un service public, donc, même si multilatéral, multinational. Et j'ai exercé des fonctions dans du secteur privé ou quasi-privé dans le cadre de missions auprès du gouvernement du Sénégal. C'est-à-dire que c'est le gouvernement du Sénégal qui a demandé à la Banque centrale de me mettre en position de détachement pour exercer des fonctions qui ont à chaque fois porté sur le redressement de banques en difficulté. Donc, un homme du public
un homme en service public auprès des autorités gouvernementales, même si, évidemment, c'était des... Cette polémique-là, vous n'y répondez pas. Abdou Diouf qui fait modifier Non, les il n'y a textes. il n'y a pas eu modification. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la Banque de l'Habitat du Sénégal, c'est une structure où l'État est minoritaire. Et c'était un 10% choix. à l'époque, je ne sais pas Exactement, c'est un choix qui avait été fait par tous ceux qui ont conseillé l'État pour la constitution de cette institution qui devait à l'époque résoudre les problèmes de financement de l'habitat auxquels se heurtait le Sénégal après la fin des financements qui venaient de la Caisse française de coopération à l'époque, devenue l'AFD. Il n'y avait pas un peu de fils de Kebambaye qu'il faut nommer? Hop. Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, je disais tout à l'heure que c'est un chef de division de la Banque centrale qui avait été choisi, mais je suis devenu également chef de division de la Banque centrale parce qu'on l'oublie souvent. Ce sont des faits de guerre ou des faits d'armes qu'il n'est pas toujours utile de rappeler, mais c'est également l'ancien major des classes préparatoires du meilleur lycée de France, lycée Louis-le-Grand, qui avait été recruté à la Banque centrale après être entré major à l'école des hautes études commerciales major des étrangers, parmi les tout premiers. C'est donc un CV qui s'est construit dans la durée. Je dois énormément à mon père, c'est vrai, parce que c'est lui qui a tenu à ce que toutes ces études se fassent. Mais ce sont des résultats académiques d'abord, des premiers résultats professionnels ensuite, qui ont motivé un tel choix. Et la fameuse lettre qu'il vous avait écrite à votre nomination à la tête de la BHS, ça vous sert toujours? Et vous demandez d'être humble, d'être professionnel. Ah oui, c'est une lettre. Vous savez, c'est une lettre qui m'a non seulement guidé dans ma profession, d'abord à la tête de la Banque de l'Habitat du Sénégal, mais c'est une lettre qui, en peu de lignes, est un ramassé de leçons de vie. Ça a guidé toute mon existence et au moment où je vous parle aujourd'hui, j'en suis encore les préceptes. On parlait de la BHS, l'habitat au Sénégal, en presque 60 ans de république. Le Sénégal a-t-il aujourd'hui, à votre avis, obtenu la moyenne en matière de politique d'habitat, surtout l'habitat social, avec une banque exclusivement dédiée à ça, des sociétés publiques, SICAP, HLM, l'accès au logement, toujours apparemment un problème? Écoutez, je crois que c'est une question qui ne peut pas être résolue définitivement. Ça reste un problème qu'il faut... Je demandais si on a atteint la moyenne. Bon, c'est difficile de parler de moyenne. Il y a un slogan à l'époque que je récusais, qui était davantage un slogan politique, un slogan économique ou un slogan technique qui ne pouvait guider une politique d'habitat. C'était un logement pour tous. C'est pas possible. C'est pas possible puisque dans les sociétés les plus évoluées, vous avez 60%. C'est quoi, une pierre dans le jardin de Macky Sall? Non, pas du tout. Pas du ça, tout. Tout le monde a utilisé ce slogan dans tous les régimes. L'accès au logement pour tout le monde. On n'a jamais atteint. Ce qu'il faut, c'est pouvoir permettre l'accès au logement à des conditions définies d'abord, respectées ensuite, parce qu'il faut de l'équité. Il faut pas faire des choix. Hein. Pardon? Souple surtout. Souple au maximum de ce que le marché permet. Ça, c'est bien évidemment. Et je crois que cela existe au Sénégal. On a peut-être aujourd'hui un problème de réserve foncière, de coût du foncier, de préparation des terrains qui doivent accueillir les programmes de logement. Mais ça, c'est également en rapport avec un nécessaire effort de décentralisation que doit conduire l'État. Je pense que le vrai problème de Dakar, ça n'est pas de déplacer le centre vers Diamniadio, c'est de trouver une nouvelle capitale. Et cela, ça figure d'ailleurs dans ce qui aurait pu être notre programme si on avait été candidat. Diamniadio, ce n'est pas la meilleure géographie pour vous pour construire une nouvelle ville? Non, pas du tout. On crée une petite banlieue et puis vous allez avoir... dans 20 ans, dans 30 ans, une sorte de mégalopole qui va s'étendre de Dakar et peut-être même jusqu'à Thiès. C'est pas ça la solution, à mon avis. Il faut une véritable décentralisation et construire une nouvelle capitale administrative bien plus loin que cela du centre-ville de Dakar. Abdoulaye Wade avait un projet comme ça, à Lompoul, par exemple.
sur la plage, au bord de l'océan. C'est un bel exemple, mais surtout c'est de la dimension d'un visionnaire et d'un chef d'État dont on attend ce genre de projection dans l'avenir. Quelle est la place de l'accès au logement dans le programme du candidat que vous avez décidé de soutenir à la présidentielle de dimanche prochain, Idrissa Seck? Écoutez, je dois vous dire, et je vais le préciser, que nous avons eu une relation avec M. Idrissa Seck, qui a conduit à le soutenir, qui ne porte pas sur tous les aspects de son programme. Il faut que ce soit très clair. Nous sommes intéressés à créer de la convergence entre lui et nous, notre parti et même notre parti allié au mouvement Tekki du président Mamadou Lamine Diallo, portant sur des réformes institutionnelles. Donc, le programme de M. Idrissa Seck, pour une raison simple d'ailleurs, nous avons considéré qu'un candidat, un futur président de la République, parce que la Constitution fait de lui celui qui définit la politique de la nation, devait être libre dans le cadre de son programme tel qu'il le propose aux citoyens. Et nous nous sommes intéressés à ce qu'on considère comme les fondations de notre démocratie, parce qu'on considère qu'il faut la reconstruire, une nouvelle démocratie, ce qui apparaît comme indispensable pour garantir les libertés, pour faire du Sénégal ou refaire du Sénégal une véritable démocratie. Et donc ce sont des réformes institutionnelles que nous lui avons proposées, qu'il a acceptées. Et je dois même préciser, parce que j'ai eu quelques retours lorsque nous avons signé, ah oui, il vient d'accepter tout un programme. Non. Nous travaillons dessus ensemble depuis près d'un an. Ça voudrait dire, Abdoul Mbaye, que c'est du tout sauf Macky Sall, quoi. Je crois que c'est une manière un peu réductrice de présenter notre choix. Nous avons, pendant plusieurs années, constaté de très grosses défaillances venant du régime actuel dirigé par le président Macky Sall. En conséquence de quoi, nous avons considéré, et vraiment c'est une conviction d'intellectuels, d'analystes, économistes, politiques aujourd'hui, nous avons considéré que nous n'avons jamais vécu pire au Sénégal. Mais nous avons surtout retenu que le Sénégal courait vers de graves dangers. Et à partir de ce moment-là, nous arrivons à la conclusion suivante. Parmi les 5 candidats en lice, Macky Sall est le plus mauvais des candidats pour le Sénégal, pour ce qu'il a fait, et pour le Sénégal de demain. Et nous nous sommes donc mis à choisir parmi les 4. Donc c'est une démarche logique, rationnelle, qui nous a conduit à retenir non seulement de ne pas choisir Macky Sall parmi les 5, mais l'un parmi les 4, et au bout du compte, M. Idrissa Seck parmi les 4. Il y a beaucoup de ralliements à Idrissa Seck, mais certains constatent que ce sont plutôt des poids-plumes qui sont allés le soutenir. En mathématiques, ça fait 0,01 plus 0,01 égale 0,02. Ça n'avance pas trop. Vous êtes bien sévère. Écoutez, la politique, ce sont des chiffres aussi. Et apprécions ce qui s'est passé lors des dernières législatives. Je faisais référence à ça, d'ailleurs. Le dernier vote au Sénégal fait apparaître quand même Benno Bokk Yakaar à moins de 50%. Ils sont à 49-47%. C'est très exactement. Même si ça leur permet, dans le cadre d'un vote totalement inique et antidémocratique, d'avoir plus de 75% des députés à l'Assemblée nationale. Donc c'est ça la réalité. Et ces poids-plumes qui vont rejoindre Idrissa Seck peuvent lui permettre d'avoir plus de 50% au premier tour. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, je crois. En tout cas, le programme de la coalition IDI 2019, il est axé. Vous avez effleuré le sujet d'ailleurs tout à l'heure. Programme axé sur la gouvernance, l'économie et la sécurité, avec des réformes. L'économie, on en parle, Abdoul Mbaye. Qu'est-ce que Idrissa Seck veut apporter de nouveau, puisque l'actuel régime dit avoir fait le nécessaire avec son PSE, le plan Sénégal émergent, et ce chiffre, c'est l'instant chiffre de l'émission. Ce chiffre, la croissance économique de plus de 7%, loin de ce que vous aviez trouvé ici
vous, le premier ministre du pouvoir de Macky Sall? J'ai eu, en de nombreuses occasions, à remettre en cause la réalité de ce chiffre. Cette croissance, ce taux de croissance n'existe pas. Vous l'avez dit tout à l'heure au début de votre émission, je reviens de la région de Kaolack. Nous avons fait plusieurs villages. Aucun de ces villages, car c'est mon entrée en débat avec les villageois, aucun de ces villages n'a constaté pendant 7 ans un progrès. Alors, vous avez beau annoncer des chiffres mirobolants, des croissances à 7% ou un peu plus, quand ça n'est pas vécu par la population, ça n'existe pas. Et ça n'a pas d'effet politique dans le cadre d'une campagne. Ils ne peuvent pas présenter ça comme étant une réalisation. De surcroît, quand vous allez vers l'analyse de ce taux de croissance, vous vous rendez compte que ça ne peut pas être un taux de croissance porteur d'émergence. Mais en plus, il y a des éléments de preuves qui indiquent, des éléments probants qui indiquent que c'est un taux de croissance fabriqué. Quand vous dites que le Sénégal, l'année dernière, a pu, au niveau de sa production arachidière, atteindre 1 400 000 tonnes, mais je suis désolé d'utiliser ce terme, mais c'est du bidon. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Le Sénégal... Une grosse polémique entre les professionnels... c'est pas possible. Ce n'est pas confirmé par les dépenses, ça n'est pas confirmé par les lignes de crédit mises en place, ça n'est pas confirmé par les quantités d'engrais mises en place, ça n'est pas confirmé par l'extension des enblabures. On ne peut pas, en une année, faire augmenter une production à 40%. La production initiale de 1%, 1 million, avait été contestée jusque par le directeur général de la Sonacos à Paris. Non, il y a... Plus une météo relativement moyenne. C'est pas possible. Donc, il y a du mensonge, il y a, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans ce régime, on pourra peut-être y revenir, ce taux de croissance n'existe pas. Mais, le plus important, c'est qu'on avait besoin de ce taux de croissance pour justifier une soi-disant émergence économique. Cette émergence économique également n'existe pas. Parce que même si vous acceptez au régime le 7% de croissance, qui est faux, une émergence, ça n'est pas un taux de croissance. Une émergence, c'est une transformation structurelle de l'économie. Il faut que l'opposition aussi dise à l'opinion, voici les instruments qu'on a utilisés pour démentir ce chiffre-là. Au-delà des déclarations... mais je vous donne des exemples. Et vous savez, en politique, il suffit de leur dire, bon, est-ce que vous avez vécu ces 7% de croissance? Mais c'est pas vrai. Vous êtes un professionnel des finances, de l'économie. On attend de vous une lecture beaucoup plus pointue. Mais c'est ce qu'on fait. Il y a deux choses. Il y a l'économiste qui défend. J'ai animé une conférence à Paris où j'ai évoqué toutes ces questions. Mais il y a également, nous sommes en campagne électorale, il y a l'écoute par le citoyen qui n'est pas spécialiste de l'économie et qui doit vivre, qui doit comprendre des choses. Quand on entend l'opposition dire le taux de croissance, ça ne se mange pas, c'est pas technique comme argument, ça, surtout de la part de quelqu'un comme vous, avec votre profil. Bon, un taux de croissance, ça se traduit par un taux de croissance sur la durée en plus, parce qu'il faut savoir que le Sénégal, tel que les statistiques sont présentées, dispose d'un taux de croissance, du taux de croissance le plus régulier en augmentation, parmi les taux de croissance les plus réguliers en augmentation au niveau mondial. Mais ce qu'on peut en dire, c'est que c'est du mensonge sur les productions agricoles. Je donnais l'exemple des arachides, mais on peut donner celui du riz, on peut donner celui des productions céréalières qui sont présentées comme doublant d'une année à l'autre, sur la base de quelle pluviométrie. On peut donner comme exemple la pêche qui n'évolue pas, le tourisme qui s'effondre, mais où sont les sources de la croissance au Sénégal? Il faut les désigner aussi. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire 7%. La première réponse, c'est de dire, mais ça vient d'où? Vous avez vu, beaucoup d'usines inaugurées depuis ces 5 dernières années? Mais non, il faut arrêter. C'est pas nouveau, le taux d'industrialisation au Sénégal, très très faible, même pas 15%. Même si le pouvoir actuel est en train de mettre en place des schémas, l'ouverture de zones industrielles, à commencer par Diamniadio, on annonce d'autres ailleurs.
Bon alors, on est spécialisé au Sénégal, notamment ce régime, dans la mise en place, avec des financements exorbitants en termes de montants et de taux, on est spécialisé dans la mise en place de supports de croissance. Mais le support de croissance, ce n'est pas la croissance. C'est vrai, il y a des infrastructures qui sont indispensables, qui sont nécessaires, mais il faut pouvoir les réaliser à temps en rapport avec la croissance constatée. Et ce qui est proposé par Idrissa Seck, ce qui était d'ailleurs proposé par l'Acte, c'est d'aller vers une transformation structurelle de notre économie. Vous ne pouvez pas aujourd'hui décider de l'industrialisation du Sénégal en implantant quelques usines une fois par an, une fois tous les 2 ou 3 ans, je crois que c'est le rythme actuel. Ce qu'il faut, c'est partir de ce que l'on fait, partir de notre artisanat et le faire évoluer vers une semi-manufacture, vers une industrie. C'est comme ça que l'émergence s'est construite dans d'autres pays, notamment les pays sur le long asiatiques. terme alors. Écoutez, il vaut mieux, parce que vous parliez tout à l'heure d'échec d'industrialisation sur près de 60 ans d'indépendance, il vaut mieux emprunter un chemin sûr, même s'il doit être lent ou long, plutôt que des démarches qui vous permettent, qui vous conduisent d'ailleurs parfois, parce que le Sénégal a reculé sur le plan industriel, il faut le savoir. Le Sénégal, je viens de Kaolack, voilà, vous avez cité Kaolack, je réside dans un hôtel qui se trouve dans l'ancienne zone industrielle de Kaolack, mais il n'y reste plus rien, pratiquement rien. Le textile. Il y a eu déclin industriel du Sénégal à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Donc prenons la bonne voie, prenons le bon chemin, et même si ça doit être un chemin de croissance lente dans la durée, que ce soit le bon. Ouais. Contraste avec quand même ce que vous êtes en train de dire du régime actuel, contraste avec votre discours à l'époque quand vous êtes arrivé au pouvoir, que vous étiez nommé Premier ministre, c'était de dire Abdoulaye Wade et son régime avaient mis à terre le pays, qu'il n'y avait rien, no trésor. Le Sénégal n'a pas alors relevé la tête depuis 7 ans. C'est ce que vous voulez nous dire? Il y a des progrès qui ont été faits, notamment en termes de finances publiques, et qui ont été significatifs les premières années du régime Macky Sall, qui ont été compromis ensuite, qui sont aujourd'hui compromis par une politique d'endettement tous azimuts. Par exemple, il n'est un mystère pour personne que le taux d'inflation avait été important, il était au-delà de 3%, et que nous l'avons ramené à l'époque en deçà de 2%. Nous l'avons même ramené à 1%, avec une action importante sur la réduction des prix des denrées de première nécessité, avec un contrôle sur la structure des prix de plusieurs produits, tout ça dans l'objectif de soulager les populations qui souffraient, sur le plan de leur pouvoir d'achat, sans qu'il ne soit possible à l'époque, vu l'état des finances publiques et de l'économie sénégalaise, de compenser des pertes de pouvoir d'achat par des augmentations de salaire. On a choisi donc cette démarche parce que la structure des prix au Sénégal, malheureusement, ne répond pas toujours à des logiques rationnelles. Et on a réussi à trouver des solutions immédiates, tout en construisant le développement de l'économie à partir de ce qu'on considérait comme les leviers principaux sur lesquels on pouvait agir tout de suite pour accélérer la croissance, et qui était à l'époque l'agriculture d'abord, avec tout un ensemble de mesures, si vous voulez on pourra les citer tout à l'heure, et le tourisme. Malheureusement, comme vous le savez, sur le tourisme par exemple, la fameuse décision du visa qui a enrichi la société de M. Bictogo a compromis cet aspect second. Une mauvaise de l'organisation de inspiration. Une très mauvaise décision. Une très mauvaise décision, parce que comme je le disais tout à l'heure, vous savez, moi je suis un homme pragmatique, j'arrive, il faut relancer la machine, je dis, bon, qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qui d'habitude fonctionne dans ce pays? Vous avez l'agriculture au sens large, hein. Agriculture, culture des sols, de l'arachide, etc. On prend tout un ensemble de mesures pour relancer tout ça. Souvenez-vous, l'importante augmentation du prix de l'arachide, les engrais, tous les arriérés auprès des fournisseurs d'engrais payés pour permettre la mise à disposition de nouveaux engrais,
le lancement d'un programme pour revenir à des semences certifiées plutôt qu'à des semences sélectionnées, mesures dans la pêche, mesures dans l'élevage et mesures aussi au niveau du tourisme. Malheureusement, sur le tourisme, parce que le Sénégal avait un bon passé, la dynamique a été cassée par l'instauration d'un système de visa qui, malheureusement, a tout compromis. Le Sénégal qui est quand même, c'est peut-être un bon classement, 29e économie africaine, 4e de la sous-région ouest africaine, après le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Comment faire pour bousculer cette hiérarchie? Si vous étiez président de la République, qu'auriez-vous fait? Mais écoutez, méfiez-vous des ordres créés par un montant, par un agrégat. Vous avez cité le Nigeria, c'est vrai. Le Nigeria est resté première économie mondiale. Mais le Nigeria, c'est 46%... Africaine, pardon. Mais le Nigeria, c'est un pays où il y a 46% de pauvres. Nous avons, nous, une démarche différente. Et nous sommes rejoints par le candidat Idrissa Seck. Où sont les priorités? Est-ce que c'est gonfler une économie par son PIB pour aller rivaliser avec quelques pays qui nous précèdent, ou est-ce que c'est mettre fin, combattre la pauvreté, essayer de la réduire au maximum, mettre fin, définitivement fin à la faim, parce que c'est ça le problème. Je vous rappelle quand même qu'en 2018, nous avons eu des poches de famine au Sénégal. Il est temps que nous puissions trouver des solutions de résilience contre la faim, contre le terme officiel, c'est insécurité alimentaire. Ils disent faim, c'est une autre étape beaucoup plus... Bon, vous savez, quand vous en êtes réduit à figurer dans les rapports de l'ONU comme un pays ayant besoin d'aide alimentaire et de surcroît considéré comme incapable d'y subvenir tout seul, ça, je crois que c'est une catastrophe économique. Aide alimentaire, on n'avait pas encore entendu ça. Nos auditeurs, en tout cas, Abdoul Mbaye, vous ont beaucoup interpellé sur votre part, quand même, votre part de responsabilité dans le bilan du président de la République sortant pour avoir été son chef du gouvernement. Bon, vous savez, c'est un peu facile de procéder ainsi. Ce que je vais dire de manière très nette, c'est que nous étions dans une dynamique qui a été inversée, qui a été cassée. Moi, j'étais dans une dynamique qui était celle des engagements qu'il avait pris vis-à-vis du peuple sénégalais en qualité de candidat. Point barre. À partir du moment où on considère que je ne suis plus le bon Premier ministre pour conduire cette politique et qu'on fait appel à quelqu'un d'autre dans une perspective d'échéance politique, et on est resté dans de l'échéance politique et de la gestion politique politicienne, je ne suis plus comptable de ce qui vient après, c'est évident. Mais j'avais considéré à l'époque important de quitter ma mission, mais en rendant compte. Et j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Servir ». C'est pas fortuit. Je crois que c'était important parce que je suis... Vous savez, mon métier initial à la Banque centrale, c'était d'être prévisionniste. J'avais imaginé ce qui allait venir après. J'avais perçu le début des dérives. Donc j'ai écrit pour l'histoire. Et Monsieur Fall, si vous voulez apprécier le bilan du Premier ministre, du premier ministre, puisque je reprends vos termes, de Macky Sall de 2012 à 2013, avril 2012 à septembre 2013, eh bien, lisez le livre et vous verrez s'il y a eu ou non action et surtout si on n'a pas mis à ce moment-là le Sénégal sur la bonne voie. En tout cas, on verra, on va essayer de jeter un coup d'œil sur ces écrits. Abdoul Mbaye, notre invité devant le grand jury des RFM, opposant, président du parti ACT, et soutien d'Idrissa Seck à la prochaine élection présidentielle, une élection qui se tient dans une semaine. Et qui l'eût cru, vous et Idrissa Seck, côte à côte aujourd'hui, luttant ensemble contre Macky Sall. Vous et Idrissa Seck, qui aviez étalé vos problèmes crypto-personnels sur la place publique, votre fameuse rivalité de curriculum vitae. N'exagérons rien. Vous savez, Idrissa Seck, nous nous connaissons depuis la fin des années 80.
Ça peut paraître étonnant, mais c'est le cas. Nous nous sommes retrouvés au début de l'année 2012 dans le même camp, après l'élection du président Macky Sall. Et c'est vrai, il m'a lancé une petite pique assez sévère. À un moment donné, 1 an après, disons, il y a eu une réplique, et puis ça s'est arrêté là. Mais je pense que nous étions en politique. Il avait un projet, a-t-il confié d'ailleurs après, c'était gêner le président Macky Sall, puisqu'il se retirait de la coalition pouvoir. La coalition qui soutenait ce dernier. Et il avait choisi de porter la flèche vers celui qu'il considérait comme le support principal du dispositif. Voilà, c'est tout. Donc c'était une attitude politique et puis on a répondu par l'ironie et puis voilà. Il y a quand même un combat que l'opposition semble abandonner, la fiabilité du processus électoral, puisque vous faites tous focus sur cette élection, ce scrutin de dimanche. Alors la fiabilité du processus électoral du scrutin, vous en faites quoi maintenant ? Après votre disqualification à cette course présidentielle, vous avez donc décidé de soutenir Idriss Seck et on abandonne ces sujets-là qui étaient vos sujets favoris, une élection dont les dés sont déjà pipés par le camp du pouvoir. Écoutez, nous avons fait ce que nous avions pu. Et nous avons fait l'essentiel. Nous avons attiré l'attention de la communauté internationale dans le moindre détail sur tout ce que nous avons considéré comme correspondant à des anomalies dans le cadre de ce processus électoral. Il reste que nous sommes obligés de faire face à la réalité. Alors vous avez 2 attitudes possibles. Vous avez une solution, une attitude qui consiste à dire n'y participons pas parce que les dés sont pipés. Et vous avez une autre attitude qui consiste à considérer qu'il faut y aller et puis défendre les acquis, défendre les résultats, défendre des résultats conformes à la réalité. Voilà, et à chaque fois que nous constatons des anomalies, vous avez dû le constater également, il y a des alertes qui sont lancées et il y a des mesures disons, de neutralisation totale ou partielle qui sont envisagées. Abdoulaye Wade, lui, il continue de le dire. Il appelle même à détruire les procès-verbaux des résultats de la présidentielle dimanche. Écoutez, ce n'est pas notre choix. Ça n'est pas notre choix jusqu'au jour de l'élection. Maître Abdoulaye Wade a un choix politique qui est clair, un choix qui est encore une fois basé sur le fait que pour lui, les dés sont déjà pipés. Nous, par contre, nous sommes convaincus, parce qu'en contact avec les populations, qu'elles souhaitent le départ du président Macky Sall et elles souhaitent y participer par le vote. Donc, il faut faire voter les populations. Il faut accepter qu'elles votent. Et après, par contre, il faut apprécier, compte tenu des insuffisances notées, relevées, présentées à la communauté internationale et à la nation sénégalaise, notées au niveau du processus électoral, en prenant en compte les événements qui auront été peut-être produits, créés pendant le jour du vote, comme cela est arrivé pendant les législatives dans la région de Diourbel, eh bien, à ce moment-là, on appréciera et on décidera de ce qu'il faut faire. Mais nous sommes pour l'organisation du vote, nous sommes pour le vote, nous sommes pour le départ de Macky Sall par les urnes. Appelé à brûler les procès-verbaux des votes par Abdoulaye Wade, on ne voit aucun opposant, en tout cas, dire non, n'en arrivons pas à ça. Vous ne condamnez pas l'attitude d'Abdoulaye Wade, de sa posture? Écoutez, ce que je retiens, moi, c'est que tout le monde a ses principes. Tout le monde a sa démarche. Évidemment, on veut qu'on condamne Abdoulaye Wade, on condamne la violence, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Ceci dit, Maître Abdoulaye Wade est dans une attitude de riposte. Si je constate que les choses ne marchent pas, que les dés sont pipés,
je riposte. Nous sommes dans une attitude de violence depuis bien longtemps. Et malheureusement, ça n'est pas suffisamment relevé. Regardez, nous entrons en campagne. Il n'y a qu'un parti qui a présenté sa milice. Milice présentée par le président de la République, candidat, qui dit d'ailleurs que cette milice s'appelle APR, je crois, Assistance, Protection, Réaction. Et on nous présente des hommes marrons au feu, je crois. C'était du fake news, hein, je vous assure. Une vieille vidéo qui a été mise à jour. Bon, peut-être. Mais en tout cas... Et d'ailleurs, Abdoul Mbaye, le camp du pouvoir, vous accuse, vous et Abdoulaye Wade, d'être les promoteurs de cette violence dans cette campagne électorale. On va y revenir. Donc l'important, c'est de reconnaître qu'on remet au goût du jour, parce qu'on les voit, des marrons au feu, s'appelant APR. Personne ne dit rien. Et là, le ministre de la Justice ne rappelle pas à ce moment-là qu'il n'y a pas de place pour la violence en s'adressant aux marrons au feu. Parce que je crois quand même qu'il y a un dignitaire de leur parti qui l'a évoqué. Les premiers incidents également notés sont des événements qui consistent à détruire le siège d'un membre de l'opposition. Mais où est la source de violence? Le siège de Pastef d'Ousmane Sonko. Oui. Exactement. Mais et alors, où est la réaction? Où sont les protestations? De la même manière, l'opposition ne s'est pas émue de la mort de deux militants du camp du pouvoir à Tambacounda. Ah non, je suis désolé. Je suis désolé. Je m'incline. Aucun communiqué de l'opposition sur ces... Et sans doute, si c'était des militants de l'opposition qui étaient tués, le retentissement, le tollé aurait été autre. C'est clair. Non. Il faut pas dire ça. Lorsqu'un citoyen sénégalais décède, c'est grave pour tout le monde. Qu'il soit d'ailleurs agresseur ou agressé. Par contre, mais vous avez quand même posé une question importante là. Vous dites Abdoul Mbaye et le maître Abdoulaye Wade appellent promoteur de la violence. Promoteur de la violence. Il faut que j'y réponde. Avez-vous déjà lu un communiqué signé par Abdoul Mbaye ou par une instance du parti ACT? Avez-vous déjà entendu des propos de Abdoul Mbaye appelant à de la violence? Avez-vous déjà noté des compagnons, ce sont les militants de notre parti, des compagnons de l'ACT impliqués dans des actes de violence? Non. Nous sommes pour l'organisation des élections. Nous appelons au vote et nous considérons que la non-abstention est un vote en faveur de Macky Sall. Nous le soulignons à chaque fois que nous nous adressons aux électeurs et aux citoyens. Et nous appelons également au vote en faveur du candidat Idrissa Seck, et nous appelons au soutien. Ça veut dire que nous cherchons à convaincre Maître Abdoulaye Wade à décider de soutenir le candidat. L'avez-vous déjà rencontré puisqu'il initie des entretiens? Ah oui, bien sûr, avec, bien sûr, nous avons eu... il vous a dit quoi, vous, personnellement, qu'il peut changer de décision, puisque écoutez, pour lui, il faut qu'il n'y ait pas scrutin dimanche. Alors, ne comptez pas sur moi pour vous rendre compte d'entretiens privés ou de réunions à huis clos entre le Front de Résistance Nationale et Maître Abdoulaye Wade, ou un entretien privé que j'ai eu avec lui également. Contentez-vous de la politique, il s'agit quand même des prises de position politiques. Il s'agit quand même de l'avenir de ce pays qui ne vous appartient pas, vous seulement, homme politique. Devoir d'information sur votre démarche. Mais ma démarche, elle est claire, c'est celle que je vous propose et que je vous explique. Notre démarche, elle est claire. Nous sommes pour le vote, nous sommes pour le soutien au candidat Idrissa Seck, pardon, quel mauvais lapsus, pour le non-vote en faveur de Macky Sall et pour le vote en faveur de Idrissa Seck. Et nous appelons au soutien en faveur de ce candidat. On parlait d'Abdoulaye Wade, Karim Wade, son fils. Vous étiez Premier ministre lorsque les poursuites à son encontre ont été déclenchées contre lui par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Karim Wade, écroué, jugé, condamné à 6 ans de prison, gracié et isolé
entre guillemets, au Qatar. Avez-vous des regrets aujourd'hui sur le cas Karim Wade? Êtes-vous sûr aujourd'hui du bien fondé des poursuites qui ont abouti à sa condamnation pour enrichissement illicite, Abdoul Mbaye? Écoutez, je vais vous dire très franchement, parce que ça n'est un mystère pour personne, je n'étais pas pour des emprisonnements. Ah oui. Dans la fameuse traque des biens mal acquis? Dans la fameuse traque des biens mal acquis, j'étais pour l'emprisonnement comme ultime décision. Et ce que nous avions retenu comme procédure, après consultation des services de la Banque mondiale spécialisés dans ce type de démarche visant à recouvrer des fonds détournés, nous avions décidé de privilégier le recueil d'informations. Constituer des dossiers béton, peut-on dire, pour parler avec des termes courants. Constituer des dossiers béton, s'entretenir avec les personnes, aller vers du compromis, si possible, en mettant devant le souci de faire récupérer de l'argent au profit de l'État et sanctionner par des mesures, perte de droits civiques, etc. etc. Je n'ai pas été suivi, mais ce qui a été constaté... Ça a dû faire alors objet de divergence avec le président de la République, alors? Ce n'est pas des divergences, c'est une proposition qui n'a pas été retenue, un point, c'est tout. Ça ne vous a pas opposé à lui sur ce sujet-là? Non, pas du tout. Du tout. Mais par contre, la ministre de la Justice à l'époque s'appelait Aminata Touré. Elle a insisté pour que la démarche qui a été finalement adoptée soit celle que doit prendre le président de la République. Vous étiez là entre les deux, vous n'avez pas posé de veto. Écoutez, un Premier ministre, il est là pour exécuter une politique définie par le président de la République. Je n'étais pas pris entre deux feux, je dépendais de la décision prise par le président de la République. Nous avons fait une autre option, elle a été mise en œuvre, et vous avez vu ce qui en est sorti. On a fait des choix parmi les personnes à poursuivre, et il suffisait par exemple de rallier c'était devenu une gestion politico-politicienne. Vraiment, je ne souhaite pas être associé à cette démarche. Alors, ce qui est important par contre, c'est que ce que nous souhaitons, nous, d'abord, c'est que demain, on ait peut-être deux options. Ou que le délit d'enrichissement illicite puisse être traité par les tribunaux usuels, offrant notamment aux suspects la possibilité, aux condamnés la possibilité d'un recours, ou que la CRI soit maintenue, mais avec possibilité de recours offerte aux condamnés. Et que surtout, parce que c'est ça qui est important, que les parquets ne fonctionnent pas sur la base d'instructions politiques, qui sont parfois verbales. Nous exigerons des instructions écrites et motivées. Parce que l'instruction, j'entends dire, il faut une instruction écrite, d'accord, il faut laisser tomber l'instruction verbale. Non, c'est vrai, il faut une instruction écrite, mais le plus important, c'est d'avoir une instruction motivée. Et nous proposons, dans le cadre de l'indépendance de la justice à construire, que ces instructions ne viennent plus du ministère de la Justice. Qu'il y ait auprès de ce ministère un service spécialisé, ça peut être l'agent judiciaire de l'État, c'est ce que nous proposons d'ailleurs, mais dont les compétences se seraient étendues, qui va constituer des dossiers, les transmettre au procureur de la République et non pas au procureur du gouvernement, ou au procureur spécial s'il existe encore. Et sur la base de ce dossier, il y aura instruction à charge et à décharge. Sur le cas que nous évoquons, le cas Karim Wade, vous, en tant qu'ancien ministre qui étiez là au moment où cette affaire a été entamée par le pouvoir, êtes-vous aujourd'hui convaincu de la culpabilité de Karim Wade d'enrichissement illicite? Écoutez, je ne vais pas me substituer aux tribunaux. Les tribunaux ont tranché. Je ne suis pas quelqu'un qui va remettre en question pourtant des condamnations. Par contre, vous vous attaquez souvent à la justice, Abdoul Mbaye. Ah, je le fais lorsque je constate
que l'indépendance n'est pas mise en cause, que l'indépendance de la justice est mise en cause. Dans le cas de Karim Wade, il y a quand même quelque chose qui est intolérable. D'abord, pourquoi 2 poids 2 mesures? Vous voulez me faire croire que Karim Wade est le seul à avoir pris quelque chose dans les caisses de l'État ou avoir profité de ses fonctions pour s'enrichir? On ne parle pas de détournement de deniers publics. On est dans le cadre d'enquête, de procédures sur l'enrichissement illicite. C'est différent. Mais ça vient d'où? C'est du public, de mettre en place des c'est de la modus ressource operandi. publique. Oui. Ah oui, mais c'est dans le cadre de fonctions au service de l'État qu'on profite de cela. Mais pourquoi voulez-vous vous acharner sur Karim Wade et pas sur les autres? Sur qui, par exemple? Écoutez, Abdoulaye Baldé, par exemple, qui a rallié Macky Sall? C'est vous le journaliste, vous êtes mieux informé que moi, sans doute. Je ne vais pas me mettre à les citer, mais il est manifeste que sur une longue liste qui avait été préétablie, finalement, parce que ce sont les états de fait. Ce qui est inadmissible également, c'est pourquoi changer une loi électorale en le visant lui de manière particulière. Non. Vous vous attaquez souvent à la justice, disais-je tout à l'heure, et pourtant vous êtes un enfant de la famille des magistrats. Même le Conseil constitutionnel que votre père Kéba Mbaye a dirigé, vous n'épargnez pas le Conseil constitutionnel. Ils vont se dire, mais alors, pourquoi il nous fait ça, Abdoul Mbaye? Non, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, je fais des constats terribles. Et parce que je suis fils de Kéba Mbaye, je ne peux que regretter ce qui fut son combat principal, c'est l'indépendance de la justice. Nous avons déposé un recours auprès de la Cour suprême. Je vous donne cet exemple parce que je ne le commente même pas. Nous, on se contente d'afficher l'ordonnance rendue par le président de la Cour suprême et puis on demande aux universités du Sénégal, d'Afrique de commenter cette ordonnance. Il y a un arrêté du ministre qui dit il y a une fiche pour le parrainage, une fiche papier, une fiche électronique. Ça, c'est la loi d'ailleurs qui précise. Mais la loi dit une fiche et 2 formats. Donc c'est la même fiche. Et vous avez l'arrêté du ministre qui arrive avec une fiche électronique différente de la fiche papier. Évidemment, on attaque cet arrêté auprès de la Cour suprême, on dit mais il y a un problème. On a d'ailleurs une intelligence de présenter 2 recours. Un recours en référé liberté qui impose une réaction sous 48 heures, et puis un recours pour excès de pouvoir. Le recours pour excès de pouvoir est encore en cours. Mais on a eu l'ordonnance sur le référé liberté, et on nous dit qu'il n'y a pas urgence, alors qu'on entre en période électorale. Mais comment pouvez-vous comprendre cela? D'un autre côté, au niveau du Conseil constitutionnel, je vous renvoie, pour ne prendre que ce cas-là, vraiment, très sincèrement, je vous renvoie au considérant 10 de la décision de 2019, où il est mis que le Conseil constitutionnel a examiné les fiches de signature les fiches de parrainage portant signature des parrains. Et c'est faux, c'est un mensonge. Votre père, Feu Kéba Mbaye, n'aurait jamais tranché comme ça cette question? Mais jamais, jamais. Mon père travaillait pour l'histoire, ça je peux vous le dire. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Vous avez un magistrat comme Youssou N'Dia, il n'aurait jamais signé quelque chose comme ça. Il n'aurait pas signé quelque chose qu'il n'a pas fait en disant je l'ai fait. C'est pas possible. C'est la fin de cette émission, Abdoul Mbaye. Merci. Un peu de football. Vous êtes un ancien président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Le Sénégal qui pourrait écrire ce soir sa première belle page de l'histoire de son football. Si l'équipe nationale des moins de 20 ans remporte la CAN U20, ce serait le premier titre continental majeur pour cette discipline. Le cas, j'ai d'ailleurs été trésorier général de la Fédération sénégalaise de football aussi, et oui. Je leur souhaite la plus grande des réussites, parce que de toute façon, j'en suis convaincu, le football du Sénégal est à l'ère de plusieurs succès qui vont arriver. Oui, n'est-ce pas? On produit les meilleurs footballeurs parmi les pays qui produisent les plus grands footballeurs de ce continent. Absolument. On n'a jamais rien gagné. Merci Abdoul Mbaye.